Bonsoir à tous. Eh bien déjà, merci à tout le monde d'être là dans des situations un petit peu particulières, que ce soit pour les participants et puis pour nos intervenants. Je rappelais même gentiment à Philippe que nous nous étions vus la dernière fois, on déconfinait lors du dernier webinaire et que là, on reconfine. Donc, je ne sais pas, on doit être des poissards, lui et moi, du confinement. Alors, maintenant, je voulais vous dire un petit peu de quoi nous allions parler aujourd'hui. Donc aujourd'hui, ce rendez-vous de Planète Food, médias et santé va parler du marketing responsable. Et selon 49% des consommateurs, ils cherchent une information, en fin de compte, environnementale, de santé, directement sur le packaging des produits. Mais pourtant, les entreprises utilisent le greenwashing pour redorer leur blason. Bien qu'elles aient des actions nocives envers l'environnement, elles n'hésitent pas à promouvoir leur éco-responsabilité. Cette pratique sème le doute des intentions des marques, causant du tort à celles qui sont réellement engagées. Comment impulser une démarche responsable dans le secteur agro? Comment imaginer une alimentation résiliente à l'heure de cette crise sanitaire qui nous frappe? Et quand on a programmé ce séminaire, on ne savait pas qu'on en serait là. Comment faire passer un discours de marque audible pour les consommateurs? Je vous propose d'en parler avec ma consoeur Nathalie Hutter-Lardot, qui est en direct de la gare Montparnasse et qui espère avoir son train ce soir pour rentrer, qui est fondatrice d'Évidence Santé et Warm Up et qui accompagne les marques à repasser l'alimentation au cœur de la santé, avec Philippe Gunsman, qu'on ne présente pas, conseiller en nouvelle consommation, avec Stéphane Brunery. Alors là, on est bien parce qu'on voit sa tête. D'habitude, il se cache derrière le blog de Street Food. Donc voilà, qui est le créateur du blog de Street Food et qui est aussi accessoirement le directeur marketing de Saint-Michel Bonne Maman. Et enfin, pour l'instant, parce que Caroline nous rejoindra un tout petit peu plus tard, David Garbous, fondateur de Transformation Positive, et vous êtes ancien directeur marketing de Fleury Michon. Et nous aurons aussi avec nous Caroline Nobilet, qui va nous rejoindre en cours de route et qui est fondatrice d'Insui, je n'ai pas réussi à prononcer, et qui est l'ancienne directrice marketing de Findus et directrice marketing retail de Bonduelle France. Alors, on espère vous apporter plein de bonnes réponses pendant ce webinaire. Et évidemment, n'hésitez pas à poser vos questions. Ma consoeur Sophie Dancourt et acolyte est là, même si vous ne la voyez pas. Et elle prendra les questions dans le chat ou en milieu, en fonction de comment on avance, soit en fin de webinaire. Alors, ma première question, et je la pose à tous, je laisserai peut-être l'honneur aux dames d'y répondre, c'est quelle est votre vision du marketing responsable? En 2 phrases, si possible, Nathalie. Je remets mon micro pour que vous entendiez la jolie musique de Montparnasse. Bonjour à tous et merci en tout cas d'être là parce que vous êtes assez nombreux. Comme l'a présenté Sandrine, donc c'est le premier webinaire d'une chaîne qu'on crée toutes les deux qui associe les deux noms, Planète Food Santé. Donc bienvenue, on espère en faire pas mal d'autres. Finalement, la période de confinement va peut-être être propice plus qu'on avait pensé. Donc la première question qu'elle voulait nous poser, c'était quelle est la définition du marketing. Donc je suis allée rechercher dans mes définitions de mes études et j'ai noté que le marketing, c'était l'analyse des besoins des consommateurs et donc l'ensemble des actions pour influencer son comportement. Le marketing responsable alimentaire, eh bien moi je donnerais une nouvelle définition qui permet d'intégrer les évolutions actuelles. Pour moi, c'est l'analyse effectivement toujours des besoins des consommateurs et de pouvoir leur proposer des produits ou des services qui vont améliorer leur bien-être. Et en alimentaire, pour moi, ça doit interagir à la fois sur la gourmandise et la santé et intégrer des preuves scientifiques pour pouvoir proposer aux consommateurs des propositions qui sont vraiment en phase avec sa santé, à la fois mentale et physique. Donc voilà ma nouvelle définition du marketing responsable alimentaire. Merci Nathalie. Stéphane, ensuite David et puis Philippe, en 2 phrases, votre vision et votre définition du marketing responsable, c'est quoi? Stéphane? Moi déjà, je pense que c'est un marketing qui part vraiment du produit. Moi, je pense que c'est un marketing qui repositionne le produit au cœur véritablement de la démarche commerciale. Donc ça, c'est très clair. Ensuite, pour moi, c'est une posture d'authenticité, c'est-à-dire à la fois dire les choses, raconter des histoires, mais aussi raconter finalement la complexité, ne pas qu'être dans l'angélisme. Voilà. Et puis c'est aussi un marketing qui prend en compte le global, c'est-à-dire l'impact global finalement
de l'activité, que ce soit la société, l'environnement et tout. Voilà, c'est un marketing responsable. Philippe, le marketing responsable. Pour moi, le marketing responsable, c'est celui qui s'intéresse d'abord aux gens dans leur acte de consommation et qui les amène à consommer de façon plus responsable. Bien sûr, il faut passer par les produits, c'est évident, mais faire des très beaux produits bien plus responsables pour des clients qui finalement n'existent pas ou existent de moins en moins, ça ne sert pas à grand-chose. Donc, il faut être vraiment centré sur la consommation des gens, et notamment mais on y reviendra, notamment des plus modestes et des plus éloignés de cette consommation dite responsable. Oui, oui, j'aimerais bien qu'on en reparle. Surtout là, en fin de compte, où on rentre dans une période où on va être reconfiné et où, en fin de compte, dès le premier mois de confinement, on avait eu des personnes qui s'étaient retrouvées en précarité alimentaire. Donc, j'aimerais bien, oui, qu'à la fin, on en parle parce qu'effectivement, marketing responsable, c'est aussi penser à ces personnes-là. David, votre définition? Oui, bonjour à tous. Alors, pour moi, le marketing responsable, c'est un marketing en 3 dimensions. C'est un marketing qui concilie les 2 dimensions que rappelait Nathalie, faire en sorte de toucher une cible et de réconcilier cette cible avec l'offre et le savoir-faire d'une entreprise. Ça, c'est ce qu'on nous a appris à l'école. Et pour moi, le marketing responsable, c'est un marketing qui intègre une 3e dimension, qui intègre la dimension sociétale, c'est-à-dire est-ce que finalement toutes les décisions que je prends, elles sont compatibles avec une alimentation, puisqu'on est sur ce sujet-là, qui soit résiliente pour les 20 prochaines années. Comment je fais en sorte, quand je connais aujourd'hui le panier de consommation moyen en France, de diminuer la quantité de viande que je vais proposer? Comment je fais en sorte de faire ça de manière agréable, désirable, et comment j'embarque les gens, ça a été dit, dans ce désir. Le marketing, ça a les outils pour convaincre. Et si c'est au service d'une stratégie qui permet non seulement de prédisposer au futur de l'entreprise, mais aussi au futur de la planète, c'est là qu'on peut parler de marketing responsable. Merci. Alors, ma première question, et qui va être en fin de compte assez globale, et quand je vous demanderai à chacun de raconter, de répondre en fonction de vos expériences et de vos expertises professionnelles, c'est quels sont les enjeux pour la société, les entreprises agro, la distribution, la santé et les consommateurs de ce marketing responsable qu'on nous met un petit peu à toutes les sauces. Est-ce que je peux passer la parole à Philippe pour commencer sur ce sujet, hein? Oui, alors je vais rebondir sur ce que j'évoquais avant. Comme je parlais des gens et notamment des plus modestes, moi je pense qu'un des enjeux de la distribution, c'est la partie que je connais le mieux, c'est d'apporter des produits de meilleure qualité. Je reprends tout à fait à mon compte ce que vient de dire David, de meilleure qualité, y compris sociétale, mais d'arriver à les amener aux populations les plus modestes et les plus éloignées de cette consommation responsable, soit éloignées pour des raisons de prix, et c'est un élément majeur et que je trouve, quand on parle de consommation responsable et de produits responsables, c'est une dimension qu'on a tendance à mettre un peu vite de côté, alors qu'elle est absolument fondamentale. Et c'est également d'arriver à l'apporter à des populations qui sont éloignées de ça par un manque de connaissances ou de sensibilité à ces produits-là. Et donc, il y a un rôle de la distribution qui est d'une part, c'est mon deuxième point, un rôle de pédagogie, d'essayer d'expliquer, parce que c'est eux qui sont en contact, ce sont les distributeurs qui sont au contact des consommateurs, et là, ils ont un rôle éminent à jouer, d'ailleurs en liaison avec les marques, pour traduire ce qui a été bien fait par l'industrie notamment, et on y reviendra peut-être. Mais il y a vraiment cette variable je dis de prix, c'est un peu réducteur, mais cette dimension de pouvoir d'achat, je répète souvent le même mot qui est... qui a l'avantage en tout cas d'être clair, je pense qu'on n'est pas là pour faire maigrir les maigres. Le boulot du marketing responsable, et le terme maigre, il renvoie à la nutrition, mais c'est dans une acception plus large que je dis ça, le boulot de la distribution, c'est de permettre à toutes les populations de bien se nourrir et pas uniquement à ceux qui en ont les moyens et qui vont dans des circuits bio, par exemple. Donc la variable pouvoir d'achat, donc c'est le prix, mais c'est les portions, c'est le bon usage de la promo, enfin c'est plein d'éléments. C'est un point qui pour moi est extrêmement important et c'est l'enjeu majeur de la distrib. Stéphane, comment les marketeurs peuvent décrypter les attentes du consommateur qui sont
souvent multiples et contradictoires, et donc en fin de compte, on a peut-être du mal en tant que marque à avoir une bonne lisibilité, on dirait, des attentes consommateurs et donc de comprendre les enjeux de ce que eux comprennent d'alimentation ou de marketing responsable. C'est vrai que les consommateurs et les citoyens sont très demandeurs et de façon totalement légitime. Donc, il y a énormément d'informations et quand on les interroge, en fait, ils veulent tout et on veut tout. C'est-à-dire qu'effectivement, on est extrêmement exigeant sur notre alimentation. Donc, je dirais que véritablement, le challenge, c'est véritablement déjà d'écarter en fait un certain nombre de biais qui nous polluent, qui polluent en fait notre vision réelle des choses, notamment les sondages qui globalisent en fait les Français, qui ne représentent plus un groupe homogène, bien entendu, mais un groupe morcelé. Et puis toutes les tendances, certaines tendances de consommation qui sont clairement surexposées médiatiquement, qui nous font oublier aussi que ben, il y a toute une partie de la population qui doit aussi arbitrer par rapport au prix. Et là, je pense que l'enjeu, du coup, c'est véritablement trouver un point d'équilibre entre le bon, le plaisir de manger, hein, parce que ça restera toujours finalement l'attente numéro un, la qualité et tout ce qu'on met derrière la qualité, hein, au sens global, les filières, le local, la nutrition, les origines, et aussi l'accessibilité prix. Parce que si on n'a que deux aspects sur trois, je dirais que on n'est pas dans le bon. David, on s'était parlé au téléphone un petit peu pour préparer ce webinaire et vous m'avez parlé de quelque chose, moi je n'ai pas l'habitude d'entendre, qui s'appelle le marketing sociétal. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus et comment vous l'intégrez dans cette démarche de marketing responsable? Ah, on ne vous entend plus, il a le micro. Ah, voilà. Bien sûr, ça reprend un petit peu ce que je disais tout à l'heure, c'est un marketing en 3 dimensions qui prend effectivement les sujets de l'offre et de la demande, pour faire simple, et qui rajoute une dimension qui est une dimension d'intérêt général quelque part, finalement, sur la consommation. Si on prend l'exemple de l'alimentaire, je reviens là-dessus. En fait, on n'a pas besoin de refaire des études. On sait que à 20 ans, si on continue de consommer exactement le régime alimentaire des Français, mais à l'échelle de 9 milliards d'habitants, il n'y aura pas assez de ressources sur la planète. Donc on a une responsabilité collective d'inventer un modèle alimentaire qui va toujours être désirable, mais faire une proposition de valeur qui, notamment sur les sujets de la viande, va amener, comme on voit aujourd'hui par exemple en Asie ou en Afrique, la proportion de protéines est quasiment inversement proportionnelle à celle qu'on a en France. Et on sait que ces régimes-là sont des régimes qui sont à la fois plus intéressants sur le plan nutritionnel, Nathalie en parlera sans doute tout à l'heure, ils sont plus intéressants sur le plan environnemental et ils peuvent être économiquement plus intéressants aussi. Je pense que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre de la réconciliation qu'on doit penser collectivement, parce qu'on a développé un modèle depuis 50 ans sur une très belle idée qui était de nourrir tout le monde, le plus grand nombre, au meilleur prix. On y a globalement relativement bien réussi, mais on voit aujourd'hui un certain nombre d'effets collatéraux de ces décisions collectives qui sont sur le plan nutritionnel, l'obésité, le surpoids, les maladies cardiovasculaires, qui sont devenus des maux de nos sociétés développées. Et on voit aussi, on commence à mesurer les impacts environnementaux de toutes ces décisions. Donc on a collectivement là une responsabilité à prendre qui est d'inventer un modèle qui soit encore une fois, plus compatible à la fois avec notre santé à court terme et avec celle de la planète à moyen terme, parce que si ces deux sont pas cochés, ces deux cases ne sont pas cochées, on va collectivement aller dans une situation extrêmement insoutenable. Et on a la chance tous autour de cette table et j'imagine les participants d'avoir la capacité tous les jours de prendre des décisions pour faire changer ça. Et si on peut se dire qu'on a réussi quelque chose à l'issue de ce séminaire, c'est que quelques personnes parmi celles qui sont là aient envie de prendre le sujet dès demain et d'essayer des choses nouvelles pour réussir effectivement à faire des propositions. Et le marketing est hyper bien armé pour ça, parce qu'il est en mesure de décrypter effectivement ces sujets avec la projection à 20 ans, d'imaginer des solutions qui seront celles qu'il faut mettre en place et de construire le chemin qui va permettre de proposer l'offre aux consommateurs. Donc c'est vraiment ça l'enjeu. Et je reviens en 2 mots sur le sujet du prix, parce que je suis d'accord avec Philippe, avec Stéphane, c'est un sujet important. Après, je pense que c'est aussi
une valeur relative si on se met dans une logique, encore une fois, à 20 ans. Le prix tel qu'il est aujourd'hui dispensé, ou le prix bas notamment, c'est un prix qui n'intègre pas un certain nombre de ce qu'on appelle d'externalités négatives. Le prix de l'obésité, il n'est pas dans le prix des produits premier prix. Le prix de la dépollution des nappes phréatiques, parce qu'on utilise trop de perturbateurs dans les productions, n'est pas compris. Donc c'est une facture qu'en fait on paye sociétalement, que chacun d'entre nous paye, mais qui n'est pas payée dans le prix unitaire. Il y a une initiative très intéressante de Penny en Allemagne qui a commencé à afficher deux prix, le prix entre guillemets classique et puis le prix qui prend en compte un certain nombre de ces externalités. Je pense que ce sera extrêmement important dans les années à venir qu'on ait ce type de raisonnement et qu'on puisse proposer une vision un peu plus effectivement complète du prix payé, parce qu'aujourd'hui, on peut, dans la dérive du sujet, on peut dire pour que les populations les plus défavorisées puissent avoir accès à une alimentation de qualité, il faut sacrifier les sujets environnementaux ou nutritionnels. Je pense que le sujet, ce n'est pas de faire l'un ou l'autre, c'est de réussir à réconcilier les deux et d'avoir, comme disait Philippe, une exigence de très haut niveau pour les plus modestes, parce que c'est là qu'on fera les meilleures performances. Alors Nathalie, j'aurais bien aimé qu'on voit avec toi l'angle santé des enjeux du marketing responsable. Au regard de ce qui a été dit, est-ce que tu pourrais compléter cet angle un peu santé qui est quand même très important sur ce sujet? Alors oui, donc effectivement, l'angle, enfin, l'aspect santé est à la fois, peut-être pas la priorité, mais quand même une grosse priorité des consommateurs, bien que ça recoupe quand même des choses qui sont assez complexes. Il se trouve qu'en plus, finalement, si on prend de bonnes mesures, c'est probablement aussi quelque chose qui va être positif pour la planète. Je vais zoomer un petit peu là-dessus. L'aspect santé, on a bien vu aujourd'hui les liens entre notre alimentation et notre santé, des liens plus ou moins directs, par l'expression finalement entre guillemets de la malbouffe, puisque surpoids et obésité ont explosé dans tous les pays. Et moi je dirais qu'il y a une chose qui me frappe aujourd'hui, c'est que je pense qu'on fait fausse route sur certaines de nos actions, notamment par exemple la connaissance des valeurs nutritionnelles des aliments ne nous permettra pas de mieux manger, parce que c'est beaucoup plus complexe que ça. D'ailleurs, on le voit aux États-Unis, l'affichage de toutes les valeurs nutritionnelles n'ont pas permis aux consommateurs de faire des bons choix. Donc, c'est comment on va justement réussir ce challenge de lui faire des bons choix. Donc, la connaissance des valeurs nutritionnelles ne suffit pas. Par contre, on voit que depuis un certain nombre d'années, ça a permis d'optimiser les produits. Pourquoi? Parce qu'on était passé d'un monde où il y avait plus ou moins une pénurie à un monde d'abondance, sur lequel on avait le choix. Un peu, c'est frigo ouvert, on peut manger ce qu'on veut, quand on veut, où on veut. Et l'abondance, c'est une des premières raisons des problématiques de surpoids et d'obésité. La deuxième raison, c'est effectivement cette notion de fréquence et de portion. Et donc la première chose qui a été faite en pointant du doigt sur ces problématiques de santé, c'est concentrer sur l'optimisation qui n'est qu'une toute petite part des réponses à faire. Bien sûr, ça a permis d'optimiser, puisque on avait des produits ultra transformés, on sait les risques santé qui sont liés. On a des produits qu'on appelle calories vides, c'est-à-dire qu'il y a énormément de calories, mais aucun élément nutritionnel intéressant. Mais je pense que l'enjeu aujourd'hui, il est de faire comprendre que l'alimentation doit être personnalisée, et c'est en ça, je pense, même en termes de niveau, c'est pas le prix. C'est pas parce qu'on achète un produit cher qui sera meilleur, mais d'avoir finalement quelque chose qui soit adéquat. Donc l'alimentation personnalisée, et de faire comprendre que finalement on doit adapter à ses besoins notre alimentation, et on doit faire comprendre notamment cette histoire de fréquence et de portion. Donc pour moi, la priorité en termes de marketing alimentaire responsable, c'est de pouvoir faire comprendre que d'abord, l'alimentation, c'est une alimentation variée. Tu as parlé tout à l'heure, David, des problèmes de viande. Ce n'est pas le cas de toute la population. C'est-à-dire qu'effectivement, on va dire, le régime qui serait le plus adéquat par rapport à la nature humaine, c'est du flexitarisme. Il y a aujourd'hui des gens qui ne mangent pas assez de protéines et d'autres qui en mangent beaucoup trop. Donc en fait, c'est de personnaliser, faire comprendre que c'est la variété,
Faire comprendre également cette notion de fréquence et portion au travers des rituels des repas. Donc, au-delà de zoomer sur les produits, sur les qualités nutritionnelles, c'est déjà de faire comprendre que l'alimentation, c'est pas n'importe quoi et de manière déstructurée. Et le troisième élément très important, c'est que la notion de plaisir, alors on n'a pas parlé beaucoup là depuis le début, c'est finalement le facteur de survie essentiel de notre humanité. Et on le voit dans les périodes de confinement. C'est-à-dire toute la détresse qu'on est en train d'apercevoir quand les gens ne peuvent plus sortir, ne peuvent plus aller au resto, c'est quelque chose qui va avoir un impact sur notre mental qui est bien plus fort que finalement de consommer des produits de plus faible qualité nutritionnelle. Donc je crois que l'enjeu du marketing responsable de demain, c'est de remettre finalement l'ordre des priorités. La priorité aujourd'hui, pour notamment des populations précaires, c'est la variété. C'est d'avoir des produits de qualité nutritionnelle intéressante et non pas des produits de calories vides. C'est de remettre un peu de sens dans notre alimentation et notamment autour des rituels des repas qui permettent d'échanger. Donc je pense que vraiment dans les entreprises aujourd'hui agroalimentaires, il faut re-hiérarchiser. Bien sûr, l'optimisation des produits. On voit toute l'énergie qui est faite sur de passer des Nutri-Score D à B, etc. Je pense que c'est quelque chose qui est important, mais qui à mon avis, n'est pas la priorité. Il y a vraiment de redonner du sens au repas, à la variété, et c'est un lien direct avec la santé. Voilà c'est un peu un manifeste. T'inquiète, on va manifester sur ce sujet. On a le plaisir d'avoir dans ce panel un ancien directeur marketing et un directeur marketing actuel, et j'aurais aimé que vous m'expliquiez, alors quels avaient été les freins que vous aviez rencontrés, si vous en avez rencontré quand vous avez mis en place des démarches responsables, et ensuite j'aimerais interroger Philippe aussi sur ce sujet au niveau de la distribution qui, à mon avis, où il y a des enjeux aussi en termes de marketing responsable. Après, on reviendra vers Nathalie. David, Stéphane, sur les freins, en fin de compte, pourquoi on donne toujours la bonne carte aux startups, qu'il ne faut pas toujours des produits responsables, mais qui ont un bon storytelling, alors que des fois, il y a des acteurs comme Bonne Maman Saint-Michel ou comme pour toi, Fleury Michon, qui ont fait des choses vénérables pour l'alimentation responsable, et pourtant, c'est pas mis à leur crédit, on va dire. David, Stéphane, qui démarre? Je veux bien commencer. Le premier frein, en fait, souvent, c'est un frein interne. Parce que avant que le consommateur ait la chance d'être exposé à une innovation ou un changement d'offre, il faut d'abord avoir convaincu les collaborateurs et puis les équipes en interne. Je vais vous donner un exemple. Quand chez Fleury Michon, on a lancé le jambon sans OGM et sans antibiotiques, qui était une innovation sur l'alimentation des animaux par rapport à la problématique notamment du soja d'Amérique du Sud, et puis par rapport à la problématique de l'antibiorésistance. On avait trouvé des solutions pour sourcer autrement et puis faire en sorte, sur les méthodes d'élevage, de réussir à se passer d'antibiotiques d'abord après le sevrage, puis après complètement. Mais en fait, quand vous lancez une référence comme ça, elle va représenter au démarrage à peu près de 3% de votre chiffre d'affaires. Et finalement, quand vous lancez cette offre-là au milieu de l'ensemble du panel de jambon, vous êtes en train de dire, d'une certaine façon, que 97% de tout ce qu'il y a autour, c'est avec OGM et avec antibiotiques. Et ça, c'est extrêmement difficile à accepter. Ça crée beaucoup d'inquiétudes en interne, parce qu'on se dit, en lançant un produit nouveau qui va représenter 3% de notre chiffre d'affaires en première année, on risque de mettre en péril, en difficulté, 97% de notre chiffre d'affaires. Est-ce qu'on a vraiment besoin, envie de faire ça? Est-ce qu'on est prêt à prendre ce risque? Et bien sûr, il faut prendre ce risque-là, parce que en fait, c'est extrêmement compliqué de faire évoluer les choses si on n'explique pas d'où on part, et si on ne met pas à un moment donné, j'utilise souvent ce terme, les pieds dans le plat, pour effectivement faire une proposition de valeur alternative. Et le truc qui est fantastique en revanche, c'est que quand on le fait et quand on l'explique aux consommateurs, il y a une adhésion, parce qu'il y a une appétence des consommateurs pour des offres de ce type-là. Je vais vous donner un ordre de grandeur qui est quand même important, parce que moi j'ai souvent entendu aussi dans l'entreprise, Stéphane en parlera peut-être tout à l'heure, que ces offres valorisées ou à valeur ajoutée sociétale, c'est des trucs de bobos. Je pense que vous avez tous entendu ce genre de remarques.
Sur le marché du jambon, ces offres-là, donc quand je prends le label rouge, le bio, le sans OGM, sans antibiotiques, le sel réduit et plus récemment les jambons zéro nitrite, ça représente 50% du chiffre d'affaires, même un peu plus de 50% du chiffre d'affaires, parce que c'est 50% des volumes des jambons. C'est-à-dire qu'un jambon sur deux acheté en hypermarché aujourd'hui est un jambon avec une valeur ajoutée nutritionnelle parfois, sociétale tout le temps, qui est visible sur le pack, qui est compréhensible par les consommateurs. Et c'est quand même un rayon, celui du jambon, qui est particulièrement représentatif de ce qui s'est passé dans les hypermarchés. Il y a une pléthore d'offres, vous voyez un mur rose de jambon dans tous les sens. Et quand même, le consommateur sur ce rayon va repérer cette offre-là, 50% du marché. C'est une offre qui, en moyenne, depuis 3 ans, fait 10% de croissance, là où le reste du marché fait moins 2. Donc il y a une vraie dynamique, mais pour que ça fonctionne, le marketing doit faire son travail, j'ai envie de dire, c'est-à-dire qu'il doit être capable de bien expliquer quelle est la différence d'un produit bien sûr à l'autre, de la revendiquer et d'accompagner avec tous les outils publics promotionnels qu'il a à sa disposition cette différence. Et donc la première résistance, pour revenir sur ta question, c'est l'interne. Et ensuite, c'est finalement le changement des habitudes, parce que ça, c'est ça le plus compliqué. Mais là, le marketeur, il a une arme de construction massive entre les mains, puisqu'il a le décryptage de ses attentes consommateurs, la possibilité de lire quels sont ce qu'on appelle les insights, ce qu'on appelle les attentes insatisfaites, et il a la possibilité derrière d'utiliser tous les outils du marketing mix pour avoir une offre qui soit très claire, explicite, la communiquer correctement. Et à partir du moment où il fait ça, la bonne nouvelle, j'ai envie de dire, c'est qu'il rencontre un succès. Moi, en 2013, j'ai lancé une plateforme qui s'appelle Réussir avec un marketing responsable, qui montre en fait que quand on met les sujets de la responsabilité de la RSE dans le business, on obtient des succès économiques bien plus importants que quand on ne le fait pas. Il y a aujourd'hui 60 cas, vous pouvez les voir, hein, c'est une plateforme en open source. Il y a 60 cas de différentes entreprises qui ont fait ces pratiques, qui ont connu des succès économiques. Donc c'est aussi un message d'espoir que j'envoie à tout le monde là en disant finalement, oui, c'est vrai que c'est compliqué parce qu'il faut changer des choses, il faut changer des pratiques, mais en revanche, si c'est bien fait, et on peut compter sur les bons marketeurs qui sont là pour le faire, c'est une garantie de succès immédiat et futur. Merci beaucoup. Stéphane, avant de te passer la parole, je voulais accueillir Caroline qui est là et tout de suite la mettre dans le bain, vu qu'on en a parlé longuement au téléphone. Est-ce que très rapidement, tu peux nous expliquer quels ont été les freins que tu as eus côté consommateur et parce que côté consommateur, tu m'as raconté des histoires très drôles, si on peut dire, sur l'alimentation, sur le marketing responsable, au sein de la structure où tu étais avant, chez Findus. Et puis après, je passerai la parole à Stéphane et puis à Philippe. On a perdu David, mais il va revenir. Bonsoir Caroline. Merci Sophie, bonsoir. Est-ce que vous m'entendez bien? Oui, très bien. Oui, excusez-moi pour mon retard, je sors de cours à HEC, coaching, donc une transition un petit peu rapide dans un contexte un peu anxiogène aussi. Donc voilà, beaucoup d'émotions là aujourd'hui. Et j'ai envie de vous dire, quand on parle de consommateurs, on parle aussi beaucoup d'émotions. Donc il y a un vrai pont qui se fait là pour moi aussi. J'ai envie de vous parler, c'est vrai qu'avec Sophie, quand on a préparé le webinaire, je lui ai raconté mon premier jour chez Findus. Donc c'était en 2005. On avait une opération en cours qui démarrait en fait, qui s'appelait Caméra Conso, où on avait installé des caméras dans les cuisines et dans les lieux de prise de repas d'une dizaine de foyers répartis dans toute la France pour observer leur comportement. Et en fait, le postulat de départ, c'était que dans les focus group, quand on réunit des consommateurs autour d'une table pour leur poser des questions, les consommateurs, donc vous et moi, on a plutôt tendance à raconter la vie rêvée qu'on a, notamment sur 5 fruits et légumes par jour. Oui, bien sûr qu'on mange 5 fruits et légumes par jour. Nathalie le sait bien. Et
Et en fait, en réalité, quand on creuse un peu et qu'on demande aux gens, et finalement, et vous hier, ça s'est passé comment chez vous? Ah bah oui, mais hier c'est un peu particulier parce que le mercredi soir, j'ai mon fils qui va faire du sport, donc là c'est plutôt pizza. D'accord, donc ça hier, d'accord, c'était différent. Mais donc avant-hier, c'était comment? Ah bah oui, mais avant-hier c'était un peu différent aussi parce que ce jour-là, mon mari rentre plus tard et donc finalement il se réchauffe des lasagnes au micro-ondes. Ah bon, d'accord, mais bon, il y a de la tomate dans les lasagnes, mais donc ça fait un légume. Et donc, en allant mettre les caméras directement dans les foyers, on s'est rendu compte que il y avait des consommations qui étaient un petit peu étonnantes, qui nous ont un peu étonnés. Alors, je ne sais pas si j'ai le temps d'expliquer un cas sur la consommation. Très succinctement, si tu n'y vois pas d'inconvénient, Caroline, pour que tout le monde puisse un petit peu… En effet, moi, je suis tombée sur une famille qui, vraisemblablement, adorait les pommes rissolées Findus et adorait tellement ça qu'elle en consommait tous les jours à midi avec beaucoup d'huile dans la poêle. Et en fait, c'était une maman et sa fille qui étaient suivies par une diététicienne parce qu'elles avaient des petits problèmes de poids. Et donc, à l'issue de ces observations, on a eu la chance de pouvoir interviewer directement la maman et sa fille, qui nous ont dit que, leur diététicienne leur avait dit qu'il fallait manger des légumes tous les jours. Et c'est là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même une grande confusion sur des notions qui nous semblaient à nous marketeurs un peu dans notre tour d'ivoire. On est souvent appelés comme ça, donc j'ai pas de honte à le dire. Et que nous on pensait qu'il y avait des choses qui étaient très simples et en fait pas du tout. Et ce qui a donné derrière différents projets. Justement, à l'époque, c'était le curseur nutritionnel qu'on avait développé justement avec les équipes de Nathalie Hussard-Lardot. Et puis, différents repères et différentes manières de parler aux consommateurs pour prendre en compte leurs besoins réels et non pas leurs besoins rêvés. Voilà, en quelques mots. Merci, Caroline. Stéphane, succinctement, ça s'est passé comment chez Saint-Michel Bonne Maman? Très bien, difficilement, tout le monde a voté pour? Moi, ce que je voudrais déjà dire, c'est qu'on est sur un sujet qui a jamais été aussi complexe, l'alimentation, et qui a jamais été autant simplifié, caricaturé à outrance. Et ça, c'est une donnée extrêmement importante à avoir, parce que derrière, effectivement, on comprend après un certain nombre de freins, notamment dans la perception des acteurs en mouvement, de par les consommateurs. Aujourd'hui, on a l'habitude de poser de façon caricaturale les petits, les gros, les industriels, les commerçants, les agriculteurs, les écolos, etc. Et c'est vrai que en termes de posture, on n'est pas parfois sur le même niveau de crédibilité, selon si on est un acteur installé déjà et qui est en train effectivement de muter son offre et de se transformer avec certainement parfois aussi plus de difficultés qu'un nouvel intervenant. Donc là, effectivement, on est sur des freins liés un peu à la perception caricaturale, on va dire, des forces en présence. Ensuite, après, il y a les freins auxquels on doit vraiment lutter, enfin tous, pas forcément de mon côté, c'est les freins finalement liés au fait que le consommateur n'a pas forcément conscience de ce qu'impliquent ses choix. Et ça, on ne peut pas lui reprocher, c'est des sujets à la fois complexes, mais on peut continuer je dirais, à en parler. Et je pense que c'est la bonne solution. Par exemple, c'est peut-être le raisonnement le plus simple, mais un produit made in France avec des ingrédients français sera forcément beaucoup plus cher, lié au coût du travail en France, au coût de production. Et donc ça, c'est quelque chose qui est la qualité a un prix. Ensuite, effectivement, si on est sur des produits, aujourd'hui, c'est l'emballage qui est un sujet extrêmement sous tension. C'est vrai que le fait de supprimer des emballages peut impliquer le fait d'avoir moins de praticité. Et ça, c'est vrai que l'implication de nos choix
des fois on les imagine pas ou on les assume pas totalement. Et là, je pense qu'il faut de la pédagogie, c'est-à-dire qu'il faut parler. On peut peut-être rénover les offres, c'est-à-dire utiliser moins d'additifs. Ça, c'est clairement une priorité, mais ça aura peut-être des implications sur la conservation du produit, la praticité, et donc ça veut dire que ça, il faut arriver à l'expliquer. Donc ça prendra du temps, mais je pense que ça ne se fera pas immédiatement, mais c'est des freins qu'il faut accompagner. Philippe, les grandes enseignes, on va dire que vous en êtes leur porte-parole ce soir parce que vous les connaissez très bien, elles sont souvent chahutées quand elles parlent de marketing responsable. Je pensais à Carrefour ou des choses comme ça. Pourtant, il y a des démarches, Système U dont vous parlez souvent dans vos posts, à une démarche responsable. Comment vous expliquez qu'en fin de compte, la grande distribution a tant de mal à s'imposer sur ce sujet ? Oui, ils font beaucoup de choses. Je pense qu'ils ont face à eux, les grands distributeurs ont face à eux quelques problèmes qui sont liés à la nature même du métier. D'abord, contrairement à des marques industrielles, par nature, le tout sous le même toit, hein, c'est un peu comme ça qu'on caractérisait l'hyper, c'était un tous sous le même toit. Donc on trouve toutes les populations. C'était en fait historiquement une forme de non-ciblage marketing, alors que les marques qui ont pourtant encore beaucoup de progrès à faire, à mon avis, sur le ciblage, ont par nature un ciblage plus précis, ne serait-ce que parce qu'elles sont souvent réduites à certaines catégories. Donc, le premier élément, c'est ça, c'est que quand on dit, comme certaines grandes enseignes, vous avez cité Carrefour par exemple, quand on dit Act for Food, et même si on veut le faire bien et qu'on le fait sincèrement, ça n'a pas du tout la même résonance si on est en proche banlieue parisienne, par exemple à Issy-les-Moulineaux, si on est dans le Marais ou si on est à Maubeuge. Ça n'a juste pas du tout la même résonance, et pourtant on porte le même discours. Donc déjà c'est un problème. Le deuxième problème, pour moi, et les deux sont très liés, c'est que, je l'ai dit, les marques, elles travaillent sur des marchés ou des catégories relativement précises. Or, un super ou un hypermarché, il travaille à peu près toutes les catégories. Et donc son problème, c'est de porter un discours qui soit transversal sur l'ensemble. Ce qui est déjà en soi très difficile, puisque les marchés, les catégories, ne serait-ce qu'en alimentaire, sont très différentes les unes des autres. Et donc on ne peut pas, on parlait de score à l'instant, si on fait du fromage et qu'on se dit que le Nutri-Score, ce n'est pas le bon score, et que de l'autre côté, on fait des légumes et on se dit que le Nutri-Score, c'est très bien, bah, si je suis distributeur, je vends du fromage et des légumes. Eh bien, il faut bien que je trouve un système qui soit transversal, et c'est très complexe. C'est très complexe et en même temps, c'est une responsabilité. Parce que c'est bien le distributeur qui pourrait porter à un moment donné ce discours transversal qui permet de sortir du discours de la notation, par exemple, des articles, pour aller à la logique du repas, qui devrait plaire à Nathalie. En tout cas, moi, je suis tout à fait dans cette logique-là. Maintenant, cette cohérence, elle se rajoute à un problème. Encore une fois, tout est très lié dans ce que je vous dis là. C'est que les industriels eux-mêmes ou les fédérations elles-mêmes portent chacun, pour des raisons qu'on peut comprendre, des discours, des systèmes de notation, des référentiels qui sont très différents. Et tout ça arrive dans l'entonnoir du distributeur qui doit à un moment donné faire des choix. C'est d'ailleurs, de mon point de vue, pas tout à fait un hasard si, et je te dis ça avec un des initiateurs, hein, David, si par exemple sur la note globale, qui a maintenant à peu près on va dire 2 ans d'existence, un peu plus de 2 ans et demi d'existence publique, si vous avez 4 distributeurs qui font à peu près les 2/3 du marché français, qui ont signé, qui se sont engagés dans la note globale. Et que dans le paysage industriel, même s'il y a des exemples brillants et remarquables de gens qui sont partis là-dedans, et c'est d'ailleurs eux qui ont initié la démarche avec les coopératives agricoles, mais vous n'avez pas les 2/3 de l'industrie agroalimentaire sur la note globale parce que ils ont chacun, et c'est légitime, il y a des enjeux qui sont propres à leur métier. Alors que le distributeur, il va chercher à essayer de trouver quelque chose qui soit transverse pour pouvoir porter un discours transversal et simplifié en essayant qu'il ne soit pas simpliste du côté du consommateur. Je prends tout de suite une question au fil de l'eau là d'Arnaud qui dit mais pourquoi en fin de compte Grand Frère réussit mieux que les autres sur ce sujet-là? Je ne crois pas qu'ils réussissent mieux sur ce sujet-là. Non? C'est une impression que Grand Frère gagne des parts de marché et soit positionné très bien. Ça, là, il n'y a pas de débat. Mais sur la question de savoir si l'action que mène Grand Frère est une action responsable, je ne dis pas que ce qu'ils font n'est pas bien, je ne me permettrai pas, mais je ne suis pas certain que leur action soit plus responsable que celle des autres distributeurs aujourd'hui,
À ma connaissance, ça n'est pas le cas ni sur le local, ni sur les engagements sociétaux particuliers. Enfin, peut-être qu'on me contredira, mais j'ai pas connaissance d'une aspérité particulière. Nathalie, dans le droit fil de ce que disait Philippe, quand on s'est parlé, tu m'as dit, mais attends, les freins aussi, c'est que le consommateur, il sait que derrière, maintenant, il y a des lobbies, mais il n'arrive pas non plus à décrypter les fake news. Et c'est vrai que dans une présentation qu'avait fait Stéphane, qui était assez drôle, on voyait le tout et le contraire du tout en l'espace dans la même journée, repris par la presse. Qu'est-ce qu'en fin de compte il doit faire le consommateur quand il est là, parce que du coup il est perdu, et est-ce que en fin de compte c'est pas ça qui en fait un frein? Alors, je remets mon micro, donc ça fera sûrement du bruit parce que j'ai pas mal de bruit autour, mais je voulais aussi réagir d'abord à ce que disait Philippe. C'est une vraie question et ça pourrait être le sujet d'un prochain webinaire. Est-ce que c'est le rôle de la grande distribution de noter les produits alors que son rôle est de proposer l'ensemble des produits, et plutôt justement de se poser la question si c'est pas son rôle de nous aider à les associer? Ça, je le mets de côté, mais je pense que c'est une vraie question. C'est-à-dire que je ne vois pas l'intérêt finalement de pouvoir mettre dans son caddie des produits avec des notations alors qu'on ne sait pas comment vont être utilisés les produits derrière. Je ferme la parenthèse, mais c'est une vraie question, je pense, c'est un vrai débat. Parce que ça concourt à la confusion aujourd'hui, toutes ces notations, qui fait que, et c'est ça pour moi le principal frein et le problématique du marketing alimentaire responsable, c'est que, c'est ce que vous l'avez déjà répété tous, c'est que c'est complexe et que malheureusement on veut simplifier. Et quand on simplifie, eh bien, finalement, on se dirige vers à suivre des gourous, des fake news qui vont dans un sens et dans un autre, et ce qui fait qu'aujourd'hui, le consommateur est perdu. Comme disait Caroline, j'ai eu la même expérience lorsque j'ai fait une conférence un jour où on m'a dit, mais il y a légumes à volonté, il y a pommes de terre, purée, frites. Voilà, donc effectivement, il y a une méconnaissance. Donc, je pense qu'aujourd'hui, le rôle d'une marque et le rôle d'un distributeur, c'est de pouvoir apporter une connaissance qui soit adossée à une vraie expertise. Donc ça, c'est tout l'enjeu d'ailleurs de mon métier, c'est d'apporter des preuves, des évidences. Et ça permettrait de contrecarrer tout ce qu'on entend sur l'alimentation. Et notamment, c'est très important parce que ça a un rôle direct sur la santé. Donc on n'est pas dans du marketing, du parfum ou de vêtements. Là, on est en train de toucher à quelque chose qui est de notre intégrité humaine. Donc, je pense qu'un des premiers freins, c'est cette multiplicité de messages complètement faux de part, mais aussi qui vont, chacun va tirer finalement la couverture à soi. Et pour vous donner un exemple, moi, je combats toutes ces communications qui sont autour de le petit déjeuner idéal, le goûter idéal, la boisson idéale. Et ça, je pense que c'est vraiment dommage que les marques s'embarquent. Et donc, c'est en ce sens-là. Le lobby, c'est un mot qui n'est pas un gros mot. Si c'est un lobby de marketing responsable, c'est-à-dire de dire on va emmener le consommateur vers quelque chose, une spirale positive. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est vraiment l'enjeu. Donc, comme tu le disais, David, c'est prendre un risque d'apporter un produit meilleur, parce que ça veut dire que ceux d'avant étaient moins bons. Moi qui ai travaillé au départ de ma carrière dans le lait, comment on peut dire à une maman, je te donne ce lait-là, il est mieux que celui que je vendais avant. C'est-à-dire que donc mes précédents enfants, ils ont eu un mauvais lait. Vous voyez, donc c'est vraiment quelque chose qui est... Donc, par contre, c'est de l'associer à la connaissance, associer à l'expertise qu'on peut apporter pour qu'ils puissent comprendre. Donc l'enjeu pour moi, c'est la pédagogie, de reprendre les basiques et de pouvoir amener... Excuse-moi Nathalie, excuse-moi, je t'entendais pas très bien, excuse-moi. Il n'y a pas de souci. Vraiment contrer ces fake news, tous ces gourous qu'on voit pulluler et qui finalement font que dans la tête du consommateur, il pense faire quelque chose de bien. Or, des messages très simples et pas simplistes peuvent permettre à des populations, voire même des populations qui sont en précarité, d'avoir une alimentation tout à fait variée et tout à fait intéressante pour la santé. Donc pour moi, c'est que les marques s'associent à vraiment une expertise qualifiée
et pas à pas, elles puissent avoir une pédagogie qui, au départ, n'est pas très vendeuse, probablement, mais à terme, comme tu le disais David, si on regarde quelques années après, et c'est en ça que je trouve le storytelling de temps en temps des startups un peu dangereux, parce que c'est très bien une petite marque qui fait un petit storytelling très sympa, je ne donnerai pas d'exemple, mais les grandes marques peuvent s'approprier ce discours très responsable. C'est pas parce qu'on est une grosse marque, qu'on vend beaucoup, qu'on ne peut pas s'intéresser finalement à quelque chose de simple qui apporte vraiment une valeur ajoutée aux consommateurs. Est-ce que je peux vous poser une question à nos 3 marketeurs qui sont là? Est-ce qu'en fin de compte, à pas vouloir cocher toutes les cases, en fin de compte, les marques, quand elles commencent à rentrer là-dedans, elles essayent de cocher absolument toutes les cases du marketing responsable et du coup, boum, est-ce que ça fait pas, en fin de compte, on passe pas à côté de la plaque et on a un discours qui apparaît un peu peut-être, je dirais, pas bizarre ou enfin étonnant pour le consommateur qui est en face parce qu'il se dit du jour au lendemain, il coche absolument toutes les cases comme si c'était un jeu, il se dit bah voilà, je coche les cases, des coups je suis là-dedans, alors qu'en fin de compte, on ne peut pas être parfait et pas tout de suite, quoi, en définitive. Stéphane, David, peut-être Caroline. Ouais, je pense que c'est vraiment le sujet, enfin moi j'appelle ça le populisme alimentaire, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on a des thématiques qui résonnent très très fortement, médiatiquement, qui sont portées par souvent des acteurs un petit peu à la marge, qui sont extrêmement médiatisés. Et c'est vrai que du coup, on peut avoir une tendance en termes d'industriels, de marques, finalement à y répondre au coup par coup. Donc ce que tu appelles finalement cocher les cases. Et non seulement on dilue complètement notre identité, c'est-à-dire qu'à la fin, tout le monde lave très vert, c'est sympa, mais le consommateur ne voit absolument pas la différence. Et puis, comme dans le populisme, je dirais, il y a des fausses bonnes idées, quoi. Donc, tous les sujets ne doivent pas être pris au bon. Donc voilà. Donc ça, je pense qu'il faut revenir à l'ancrage, revenir au set de valeurs de la marque, à son origine, pour essayer ensuite après de se positionner par rapport à ces choix de société qui sont juste enivrants, quoi. Tout à l'heure, Philippe disait quelque chose d'intéressant, c'est que l'alimentation responsable, ça doit s'adresser au plus grand nombre. Mais en fin de compte, on se rend compte dans le positionnement des marques et des produits qui sortent que ça s'adresse à des niches, des fois de niches ultra ciblées. Donc en fin de compte, le consommateur lambda, il se sent pas vraiment ni concerné, ni en fin de compte interpellé par la marque sur ce sujet-là. Philippe ? Oui, alors je laisserai sans doute répondre David ou Stéphane, mais typiquement, pour prendre un exemple de ce qu'on vit, énormément de marques et de distributeurs se sont dit à faire du responsable, on développe le bio. Je suis tout à fait favorable au développement du bio. Sauf que ça ne répond pas de façon immédiate, nécessaire, automatique au sujet du responsable, d'une part, et en fait, c'est excluant. D'ailleurs, on l'a vu encore tout récemment, il y a eu un remarquable webinaire de Nielsen sur la situation du bio. On voit bien qu'aujourd'hui, surtout cette année avec la situation de crise qu'on connaît, le bio devient un marché, alors certes, il se développe beaucoup moins vite que l'année dernière ou que les années précedentes, et ça devient quand même un marché de niche, de cadres urbains aisés, et toute une partie de la population qui est en difficulté n'accède pas à ce marché et même s'en éloigne pour des contraintes de pouvoir d'achat. Qu'est-ce qu'on fait pour eux? C'est ça le sujet. Caroline, on a une question de Marie-Pierre et je sais que c'est quelque chose dont on a discuté ensemble, c'est est-ce qu'espérer un marketing alimentaire plus responsable, on ne devrait pas imaginer replacer l'éducation alimentaire à l'école, notamment pour accompagner les familles les moins sensibilisées, les plus précaires. Ça, je sais que c'est un sujet, toi et Nathalie, que vous portez. Donc, Caroline, sur ce sujet-là. Alors, en effet, je pense que l'éducation alimentaire, elle commence très, très tôt. On a aussi plein d'injonctions qui viennent de toutes parts, avec des experts un peu partout qui ont des discours contradictoires. Et donc, c'est très, très difficile de s'y retrouver dans tout ça. Dans le discours qu'on donne, en fait, pour revenir sur cette histoire aussi de cocher toutes les cases et de marketing responsable, pour moi, en tout cas, ce qui compte, c'est d'avoir une congruence entre l'intention et l'exécution. Et en fait, on ne peut pas être parfait tout le temps. Et on ne peut pas être parfait partout et cocher toutes les cases tout le temps, partout. C'est valable pour ce qu'on mange tous les jours. Et on a le droit de s'octroyer. Tout est une question de quantité et de fréquence, comme dirait Nathalie.
Mais c'est aussi pouvoir s'offrir des produits plaisir de temps en temps, pouvoir les doser et informer le consommateur sur ce qu'il y a à l'intérieur des produits et sur ce qu'il mange. Si je reviens sur mon expérience Findus, en 2012, on était hyper fiers chez Findus de pouvoir annoncer bien avant tout le monde que 100% des produits Findus étaient cuisinés sans colorant, sans conservateur et sans huile de palme. C'était 150 produits, ça a pris 3 ans pour en arriver là. Et en 2013, crise de la viande de cheval. Et là, en fait, tous les compteurs sont revenus à zéro. Parce que, alors qu'on était en train de communiquer dans les médias que dans une histoire de transmission et dans les pubs, on disait pour vos enfants et des enfants de vos enfants, on a un produit qui est 100% responsable. On est apparu du jour au lendemain comme une marque complètement irresponsable qui n'était même pas consciente qu'il n'y avait pas du bœuf dans ces lasagnes 100% pur bœuf français, mais du cheval roux. Et là, on avait affaire à une vraie crise. Alors, on est en train de traverser une période de crise aussi, mais d'une autre manière. Mais la réaction à l'époque qui a été la nôtre, c'était d'être complètement transparent sur cette situation. Et de le dire, en fait. Et de dire, voilà, il y a une situation qui nous a totalement échappé. On est responsable, on est coupable. Les journalistes auraient vraiment aimé qu'on puisse dire ça. Mais ce qui a compté, c'était la transparence du début à la fin de cette situation qui, derrière, s'est avérée une fraude à l'échelle européenne, Spanghero, etc. Mais pour en revenir à l'éducation, c'est à travers des messages hyper simples à destination des mamans, des papas aussi, et des enfants. En effet, que je pense que les choses à un moment vont bouger et que ça va devenir simple à utiliser et d'arrêter de dire que tel ou tel aliment est mauvais. Nathalie, là, je pense qu'à mon avis, sur l'éducation alimentaire, est-ce que c'est vraiment le rôle des marques de faire l'éducation alimentaire ? Je pense que c'est le rôle de tous. C'est-à-dire que chacun peut y apporter. En tout cas, je pense que le rôle des marques, c'est d'expliquer qu'il n'y a pas de produit miraculeux et il n'y a pas de produit interdit. Donc c'est déjà de rassurer. Mais c'est d'apporter finalement chacun à son niveau tout ce qui permettra aux consommateurs de comprendre que notre alimentation doit être c'est également quelque chose qui est complexe, qui doit être adapté à nos besoins, qui peut être varié et qui ne doit pas exclure. Et donc, je pense que c'est vraiment réconcilier les consommateurs avec quelque chose qui est finalement très simple. Donc, la problématique est qu'aujourd'hui, on a vraiment énormément de choix et nos choix peuvent être destructeurs. Donc, je pense que vraiment l'engagement pour moi d'un marketing responsable à tous les niveaux, c'est d'aller dans le même sens de la variété et de l'explication des besoins et de la personnalisation. Donc, comme le disait Marie-Pierre, je pense que ça commence à l'école, évidemment, mais ça se poursuit dans les familles, ça se poursuit dans la grande distribution, ça se poursuit à tous les niveaux, même dans les restaurants. On pourrait aussi travailler cette façon d'expliquer un petit peu son alimentation qui permettrait aussi de se rassurer. Je pense qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes à faible moyen sont finalement très stressées parce qu'ils pensent que des faibles moyens ne permettent pas de bien manger. Or, ce n'est pas vrai. Donc, je pense qu'il y a vraiment un enjeu de société pour finalement rassurer une alimentation équilibrée. C'est finalement assez simple. Après, comme le disait Philippe, on voit bien que le bio ne résout pas tout et que finalement, il est réservé à une population qui a les moyens et ça ne fait que rajouter au stress aux populations qui n'ont pas suffisamment les moyens. Donc, je pense que notre rôle aujourd'hui, c'est de rassurer et qu'à chacun puisse apporter des éléments sur l'éducation alimentaire globale, de dire qu'il n'y a pas une seule méthode, il n'y a pas... D'ailleurs, je parlais tout à l'heure du repas idéal, ou du petit déjeuner idéal, ça me fait rigoler quand on voyage. C'est-à-dire que ça n'existe pas un petit déjeuner idéal à la française. Le pain, beurre, tartine dans les pays asiatiques, c'est du poisson. Donc on voit bien qu'il faut vraiment, je pense, enlever ce stress
de sophistication dans l'alimentation. C'est revenir à quelque chose de simple. Et en ce sens-là, je pense que les marques ont vraiment un rôle de pédagogie qui peut parfois leur paraître un petit peu destructeur de leur business dans un premier temps, mais que finalement, si on va tous dans le même sens, permettront aux consommateurs de se rassurer et de faire des choix éclairés. Donc, pour moi, c'est vraiment un enjeu global de pouvoir avoir quelque chose de transversal. Alors, je ne sais pas si c'est idéaliste, probablement, mais j'aimerais bien qu'on combatte ensemble finalement toutes ces injonctions qui sont fausses et qui ne permettent pas finalement d'améliorer notre santé de manière globale. Excuse-moi Stéphane, je t'en prie. Je voudrais juste compléter la notion de pédagogie parce que je pense qu'il y a aussi une autre notion qui me paraît importante, c'est revenir à la proximité au local. Et en disant ça, que ce soit via les circuits courts, mais aussi les commerces de bouche, les marchés, etc., on renoue en fait avec le lien humain. Donc c'est quelque chose de relativement basique, mais en fait on se rend compte quand on est en contact direct avec un producteur ou avec ne serait-ce qu'un commerçant, en fait, on va pouvoir échanger. Et je pense que l'enjeu derrière autour de la pédagogie, c'est véritablement la connaissance. Et je dirais qu'aujourd'hui, la connaissance, elle est aussi challengée par la notion de confiance. C'est-à-dire, on ne fait plus confiance en beaucoup de personnes. Et en local, parce qu'aussi on connaît les gens, on voit les gens, etc., on a la possibilité de reprendre conscience véritablement de la valeur de l'alimentation, d'où elle vient, le rythme des saisons, etc. et tout, simplement en discutant avec les gens. Et ça, moi, je pense que la pédagogie dans les écoles et les pouvoirs publics ont une responsabilité immense. Peut-être les marques également, pourquoi pas. Je suis assez en ligne avec Nathalie, mais en tout cas, il faut se reconnecter très très proche de notre alimentation. Moi, je rebondis, Sandrine. Ouais. Je rebondis, Sandrine, parce que justement la connaissance, la pédagogie sur la nutrition ou l'alimentation, ça passe par la connaissance des produits. Et tu as totalement raison, Stéphane. Et d'ailleurs, ça me fait penser à une idée qu'on a eue avec Sophie, c'est que le salon de l'agriculture est annulé à Paris. Et bien moi, je trouve que ce serait vachement bien de faire finalement un tour de France des productions locales et au lieu d'emmener les vaches à Paris, qu'on puisse aller dans les écoles, même en famille, aller voir là où ça se produit, aller dans les fermes, aller voir comment est-ce que chez les maraîchers, etc. Donc je pense que c'est pour ça que j'ai vu dans les petits messages, on dit la nutrition c'est complexe. Ça commence déjà par les aliments. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin de connaître le fonctionnement d'un moteur pour conduire une voiture. On n'a pas besoin de connaître la nutrition pour bien manger. On a besoin de connaître les aliments, comment on les associe et comment on en fait un repas, on en fait un moment convivial. Donc je pense que la nutrition, c'est finalement quelque chose de très complexe si on s'y intéresse, mais c'est pas ça qui permet de bien manger. Et c'est exactement d'ailleurs le sujet de ma première intervention. De connaître les valeurs nutritionnelles n'a jamais permis de bien manger. C'est une fake news, ça ne sert à rien. Par contre, ça peut permettre d'optimiser, ça peut permettre de prendre conscience, mais c'est connaître les aliments, c'est connaître la cuisine, c'est comment on les associe. Et là, je rebondis sur un deuxième élément dans le chat, les fruits, etc., c'est cher. On a vu pendant le confinement que quand on fait en local, quand on va chercher dans des serres à côté, quand on fait le panier du coin, c'est pas si cher que ça. Donc je pense que c'est vraiment, il y a des produits industriels ultra transformés qui vont coûter plus cher que des produits locaux. Donc je pense qu'il faut repartir sur l'alimentation et la nutrition, ce ne sera que finalement la cerise sur le gâteau quand on veut en connaître un petit peu plus. David, je vais un peu te titiller, mais j'avais posé aussi la question à Stéphane quand on s'était entretenu, mais vous n'avez pas l'impression que le marketing responsable, c'est un espèce d'entre-soi et que le consommateur, lui, se sent à côté de ce sujet-là, parce que de toute façon, la consommation responsable, elle a des freins, c'est toujours les mêmes depuis 15 ans dans les études qui sortent, et en fin de compte, on a l'impression que les marketeurs ne tiennent pas compte, en fin de compte, des freins du consommateur à cette consommation responsable et qu'en fin de compte, on tourne un peu en rond dans l'entre-soi de création de produits qui sont quand même limités à certaines catégories de personnes dont parlait tout à l'heure Philippe. David. Ouais, carrément. Là, tu me tends une perche que j'adore. Je voudrais revenir sur la notion de confiance. En fait, d'abord, on disait tout à l'heure, est-ce que les marques sont lisibles? Est-ce que c'est compliqué de lire une stratégie? En fait, Sénèque disait, il n'y a pas de vent favorable pour celui qui ne sait pas où il va.
Et aujourd'hui, effectivement, il y a des injonctions contradictoires dans tous les sens. Si on n'a pas de cap clair, si on n'a pas ce qu'on appelle aujourd'hui une raison d'être affirmée, partagée, etc., on est tenté, et aujourd'hui, avec la fragmentation de la consommation, c'est très tentant. On peut être tenté de mettre un coup de barre à gauche, après un coup de barre à droite, et puis après essayer d'accélérer au centre, etc. Et on devient, en tant que marque, totalement illisible. Donc, je pense qu'il y a vraiment un travail, il a été entrepris dans beaucoup d'entreprises, mais il faut continuer de finalement se reposer cette question fondamentale. Et le Covid, ça nous l'a reposé d'une certaine façon. On s'est rendu compte qu'il y avait plein de produits dont on pouvait se passer. La question, c'est finalement pourquoi on va bosser le matin, à quoi sert ma boîte et qu'est-ce qui se passerait si elle disparaissait. Je pense qu'en répondant à ces trois questions, on est incapable de se réunir tous ensemble et de porter quelque chose, une sorte de message d'optimisme, de fierté à l'extérieur. Et ce message, quand il est bien structuré et qui se traduit dans l'offre, encore une fois, on peut changer des comportements de manière radicale et l'image d'une marque de manière radicale. Je vais prendre un exemple que je connais très bien, qui est celui de Fleury Michon. Quand on a commencé à prendre la parole sur le sujet du manger mieux, parce que nous, on avait défini notre raison d'être en 2014, en disant « aider les hommes à manger mieux chaque jour ». Les premières prises de parole, il y avait 80% sur les réseaux sociaux des gens qui disaient Fleury Michon manger mieux, tu rigoles, c'est juste pas compatible ». Donc, on avait 80% d'interactions négatives ou neutres. Et vous pouvez imaginer ce que ça peut être quand c'est négatif sur les réseaux sociaux. Et bien, au bout de 5 ans, par des actions continues et cohérentes, donc on a annoncé, on a fait venez vérifier, on a expliqué qu'on allait montrer exactement comment on fabriquait nos produits. On l'a fait d'abord sur le surimi, ensuite on l'a fait sur le cochon. On a adopté le Nutri-Score, effectivement, parmi les premiers industriels, aux côtés des distributeurs. Je reviens sur ce que disait Philippe, parce qu'ils sont en avance de phase sur beaucoup de sujets. On a ensuite indiqué l'origine des viandes, puis fait des innovations comme le jambon zéro nitrite et les barquettes de plats cuisinés sans plastique, 80% de plastique en moins. 5 ans de travail, avec des actions concrètes au fur et à mesure. Et ben, au bout de 5 ans, moi j'ai vu le changement au fur et à mesure. J'avais 60% d'interactions positives et neutres. On n'avait pas convaincu tout le monde. Loin de là, il y avait encore des gens qui disaient Fleury Michon, elle mangeait mieux, laisse tomber. Mais on avait un certain nombre de personnes qui disaient ok, ils sont peut-être pas parfaits, mais ils avancent, ils ont fait ça, et parmi l'ensemble des offres industrielles, probablement que celle-là, c'est une qui est à considérer. Donc c'est comme l'amour, il n'y a que des preuves de confiance. Et le rôle du marketing responsable, c'est justement de définir ce cap avec l'entreprise et derrière de maintenir le cap par l'offre, parce que on a parlé tout à l'heure de Carrefour et de Hack for Food. Moi, je trouve ce slogan magnifique, mais alors c'est un petit peu moins le cas aujourd'hui, mais quand il a été lancé, quand vous étiez un consommateur et que vous alliez dans les rayons trouver les produits Hack for Food, c'était un parcours du combattant. Vous aviez une magnifique banderole à l'entrée du magasin, mais après, pour aller effectivement trouver l'offre qui n'avait pas changé, ça crée une distorsion entre l'intention et puis les actes. Quand cette distorsion elle est réduite, eh ben, on peut commencer à se dire finalement ce qu'on me raconte, c'est tangible, je peux me l'approprier ici et maintenant, tout de suite. Donc c'est vraiment un sujet d'engagement mutuel en fait. La responsabilité, elle se mérite, elle se décrète pas. Et à ces conditions-là, on touche un public très très large et on n'est pas dans l'entre-soi. Philippe, sur ce sujet? Oui, j'ai envie de l'élargir un petit peu. Et d'ailleurs, je peux rebondir sur ce que vient d'évoquer David quand il a parlé de raison d'être. Quand on parle de marketing responsable, il faut traiter les sujets sur le fond, évidemment. Vous l'avez tous dit, je ne reviens pas dessus. Ça suppose, à mon sens, de gérer ce qui peut apparaître comme une injonction paradoxale, qui est qu'une entreprise, si elle veut faire un marketing responsable de façon sérieuse, durable, pérenne, engagée, tout ce qu'on veut, il y a un critère préalable. Elle doit être rentable. Elle doit toucher ses clients et être rentable. Et c'est un point qui m'effraie, c'est que dans tout ce mouvement qu'on peut connaître autour du marketing responsable, de l'engagement sociétal, etc., on a des dirigeants qui parfois vont, je vais le dire comme ça, vont s'enflammer sur ce type de discours et orienter la stratégie, et c'est bien, hein, sur cette direction de façon très forte,
en oubliant que ce sujet de la rentabilité est absolument majeur. Il n'est pas majeur simplement parce que je serais un affreux libéral que je suis par ailleurs, mais simplement parce que c'est la condition du financement dans la durée de ces politiques. Moi, j'ai été, par exemple, très frappé, là, cette année, tout récemment, pardon pour le name dropping, en plus, je m'attaque à quelque chose de très lourd et de très engagé, mais Danone. Danone mène des politiques extrêmement intéressantes, hein, je ne vais pas en juger, mais je trouve qu'il y a des choses qui sont, en tout cas, des engagements qui sont très forts. Danone est passé entreprise à mission au mois de juin, dans son assemblée générale, jusqu'à un propos d'Emmanuel Faber qui était très fort, que moi je ne partage pas du tout, mais qui était très fort, qui était de dire à un moment donné à l'Assemblée, vous avez déboulonné la statue de Milton Friedman. Je vous rappelle que Milton Friedman disait que business of business is business. Pour Friedman, l'objectif des boîtes, c'est de faire du bénéfice. Et donc la position de Danone à ce moment-là est de dire, nous, notre mission, c'est de faire autre chose que des bénéfices. La semaine dernière, ils ont annoncé de profondes réorganisations, allant jusqu'à envisager des vrais choix dans leur portefeuille d'activité. Et toute cette conférence de presse autour de ces enjeux de résultats que je trouve parfaitement légitimes ne traite absolument pas du sujet de la consommation responsable. Donc je pense qu'il faut absolument un équilibre. Et que pour l'industrie, pour le retail également, mais le retail a pour le coup la qualité de son défaut, c'est que comme il doit traiter tous les marchés, sinon les clients vont ailleurs, il est contraint de... Mais on peut s'interroger par exemple sur un grand groupe qui... je crois de mémoire que c'est Unilever, qui mène des politiques intéressantes depuis plusieurs années. Hein. Paul Pogman avait fait faire des virages extrêmement pertinents et intéressants. Je pense que Stéphane, Caroline et David pourraient en parler mieux que moi. Et il n'empêche que Unilever, en début d'année, a considéré, je parle sous votre contrôle, que le métier des glaces, je crois que chez eux c'est carte d'or, le métier des glaces n'est plus compatible avec leurs engagements RSE. Et donc, ils sont rentrés dans un processus de se séparer de leur activité de glace. Pourquoi pas? Mais pour autant, le client va continuer à consommer des glaces. Au lieu de traiter le problème qu'ils ont chez eux, ils vendent le problème à une autre entreprise qui va peut-être ne pas du tout le traiter parce que leur sujet, ça va être de faire du fric. Et donc, on ne traite pas le sujet. Donc, je pense qu'il faut toujours qu'on ait en tête, c'est une ligne de crête très difficile, hein, ce marketing responsable, de dire il faut absolument tenir la rentabilité parce que c'est la condition de la réussite de la responsabilité. Sinon, on ne s'en sort pas. Et on ne fait que des coups de balancier avec des boîtes qui s'engagent et qui finalement jettent leurs engagements avec l'eau du bain parce qu'il faut sauver à un moment donné finalement l'entreprise, les emplois, etc. Philippe, je rebondirais vu que tu en parlais de Danone, hein, qui a eu le déplaisir de se séparer de sa numéro 2, qui était l'exécutive en fin de compte du groupe, parce que M. Faber ne voulait pas lui donner le rôle qu'elle demandait, pour passer la parole à Nathalie, parce que je sais que c'est un sujet qui te tient à cœur, hein, sur le marketing responsable, sur le fait du manque de mixité en fin de compte à la tête des groupes agroalimentaires, et donc le fait que pour toi, en fin de compte, c'est quand même quelque chose qui serait mieux d'avoir en fin de compte un peu plus de femmes à ces postes-là pour pouvoir avancer sur ce sujet. Alors, messieurs, hein, pas de tollé sur le sujet. Hein. Alors, le grand ça fait un peu grand écart, mais c'est pas si grand écart que ça. Je réagis d'ailleurs, tout à l'heure, j'ai regardé la conférence de presse d'Emmanuel Macron suite à ce qui s'est passé à Nice. Et j'ai été extrêmement choquée de voir, je vous enverrai la photo en message privé, voir 7 hommes blancs magnifiques montrer leur émotion. Je pense que vraiment, là, il va falloir vraiment qu'on fasse quelque chose. Donc, quand tu disais, Sophie, de voir des femmes au poste du marketing, là, il y en a beaucoup de femmes. Moi, dans mes clients, depuis 20 ans, des directrices générales d'entreprises agroalimentaires, vous connaissez comme moi ce monde-là, on les compte sur les doigts de la main, c'est des entreprises éventuellement familiales, c'est-à-dire quand la fille a repris l'entreprise de papa, mais sinon on n'a pas beaucoup. Donc je pense que l'enjeu de notre société en termes de marketing responsable, notamment sur l'alimentaire, Caroline, tout à l'heure, tu as dit qu'il faut qu'effectivement on aide les mamans, parce qu'aujourd'hui c'est essentiellement, on est encore dans une société très paternaliste, donc je pense qu'il y a un enjeu de mixité globale pour reprendre vraiment tous les arguments qui vont permettre d'avoir cette spirale positive. Donc la mixité, c'est pas un petit sujet, notamment sur l'alimentaire, c'est-à-dire que je pense, Philippe, aussi cet enjeu de rentabilité. Je n'ai pas les chiffres parce que je n'ai pas eu le temps de les renoter, mais aujourd'hui, quand une femme monte sa boîte, je sors d'un
d'un événement sur les entrepreneurs. Elle y met un critère de durabilité, c'est-à-dire de responsabilité vis-à-vis des générations futures, au-delà des entreprises dirigées par des hommes. C'est un gros constat statistique, mais je pense que c'est un petit peu le début de la réponse. Donc je pense qu'aujourd'hui, la mixité, la diversité ferait peut-être que les entreprises s'engageraient vers une posture plus responsable, qui doit évidemment être rentable, mais peut-être plus responsable sur le long terme. Donc c'est un enjeu, à mon avis, également, sur le marketing alimentaire, de pouvoir apporter cette diversité qui nous permettrait de faire des choix plus responsables. Messieurs, et on va conclure par cette question qui est un peu vague, mais qui méritera en fin de compte de faire un espèce d'inventaire à l'après-vert. Quelles seraient les solutions pour en fin de compte accélérer ce marketing responsable et ce marketing responsable et donc une consommation responsable? J'ai eu le plaisir de partager un webinaire avec Philippe au mois de juin. Enfin, on sortait du confinement et en fin de compte, on se rendait compte que et il y a eu la question qui a été posée dans le panel, en fin de compte, sur le marketing, en fin de compte, alimentaire pendant le confinement. On s'est rendu compte qu'il y avait eu un enflammement pour les circuits courts, l'alimentation de proximité, les bons produits et tout, et qu'au sorti, en fin de compte, du confinement, c'était pas trop au rendez-vous. Donc, en fin de compte, comment faire pour que ce soit plus durable, ce marketing et cette consommation? Je vais demander la parole à tous. Je vais passer la parole à Caroline et après Stéphane, David et Nathalie et Philippe. Caroline. Moi, de manière très, très classique, j'ai envie de citer Gandhi. Gandhi dit « Sois le changement que tu veux voir dans le monde ». Et ça rejoint la notion de mission et en tant que marketeur, d'incarner complètement nos valeurs, nos convictions, d'arriver à les véhiculer en interne, d'arriver à les véhiculer au sein d'un comité de direction et d'engager les gens. Et même si ça prend du temps, même si parfois ça prend 1 an, 2 ans, 3 ans, qu'il y a plein d'incertitudes, que c'est pas simple, que d'enlever l'huile de palme dans les produits Findus, c'était très compliqué, que ça paraissait impossible, finalement c'était possible. Enlever le glutamate dans des produits casse-grains, ça paraissait impossible. Ça s'est fait aussi sans toucher au goût du produit historique qui existait depuis des années. Et donc, c'est en portant ces convictions-là et en s'attachant à ça qu'on va faire progresser l'alimentation au sens large, parce qu'il ne faut pas se leurrer, on n'a pas, tous les consommateurs ne peuvent pas aller regarder de manière très précise à chaque fois la composition des aliments, etc. Donc, c'est le rôle des industriels, c'est notre rôle, c'est le rôle des industriels d'aller retravailler de fond en comble les gammes, d'améliorer les produits. Et même si ça prend du temps, et même si tout n'est pas parfait, au moins de dire qu'on est en chemin, qu'on est en mouvement et qu'on améliore les choses chaque jour. Stéphane? Moi, je pense que l'enjeu majeur de tout ce qu'on échange, c'est véritablement reprendre conscience de la valeur de notre alimentation, reprendre conscience que l'alimentation, c'est juste une des choses les plus importantes dans nos vies avec la santé. D'ailleurs, c'est très connecté à la santé, mais c'est lié à notre empreinte territoriale, économique, notre vie sociale, notre sociabilité, notre culture. Et qu'à partir de ce moment-là où on réalise ça, ça veut dire qu'aujourd'hui, plus que jamais, il faut y attacher de l'importance. Je n'ai pas dit y mettre les moyens, parce que tout le monde ne les a pas. Hein. C'est souvent une question plutôt de temps aussi, si on veut résoudre le problème financier. Moi, je pense que ça passera par des liens, la création de liens. Je pense qu'aujourd'hui, on est dans une société qui ne s'écoute plus parce qu'on a campé forcément toutes les forces extrêmement radicalisées à droite à gauche, donc caricaturées, et voilà, on ne s'écoute plus. Donc, je pense qu'il faut reconnecter les gens en local avec ceux qui vraiment font l'alimentation, expliquer les choses, repartir du départ, hein, le rythme des saisons, voilà. Pourquoi si on traite pas un fruit, il est moche, et pourquoi s'il est moche, pourquoi on devrait le préférer à un produit qui est très beau. Tout ça, c'est des choses extrêmement basiques, mais sur lesquelles il va falloir continuer à progresser. Ça va prendre du temps, hein. Franchement, honnêtement, c'est pas demain on va pas faire le grand soir demain. Je pense que ça va prendre du temps, mais il faut continuer d'en parler. Je pense que je suis d'accord avec Caroline, ne pas céder à l'injonction de la perfection. Beaucoup de marques sont sclérosées aujourd'hui, n'osent pas parler parce que si on parle pas, déjà c'est suspect. Si on parle, c'est tout aussi suspect.
Et en fait, je pense qu'aujourd'hui, il faut aussi arrêter de raconter des histoires marketing. Il faut aussi expliquer aux gens que c'est compliqué aussi de changer, que ce qui demande un coût souvent et que où ça a des implications dont on n'a pas forcément conscience. Et encore une fois, c'est normal parce que le consommateur n'est pas un spécialiste. Donc tout ça, il faut l'expliquer. Et le troisième challenge pour nous, je pense, c'est faire le tri avec toutes ces injonctions, ces demandes, c'est les Français veulent que, les Français souhaitent que. Il faut faire le tri, on peut pas mettre bout à bout toutes les exigences. Non seulement c'est invendable, on va s'adresser à une niche et ça n'a absolument aucun sens. Et en plus, parfois, c'est juste, enfin voilà, ça n'a pas de sens. Donc là-dessus, je pense qu'il faut avoir le courage de choisir des choses, renoncer à d'autres. C'est pas une alimentation parfaite, mais c'est une alimentation qui doit s'équilibrer entre le plaisir, la qualité et l'accessibilité. Philippe, en fin de compte, c'est avec toi que je discutais de ça. Les légumes moches, c'était responsable et ça n'a pas marché. Donc, comment on fait en grande distribution pour que ça fonctionne? Les légumes moches, ça n'a pas marché. Bon, c'était une initiative de Nicolas Chaban avec Intermarché, si j'ai bonne mémoire à l'époque. C'était sur une petite niche, mais surtout, il y a d'autres initiatives qui fonctionnent. Donc, bon, on testera beaucoup de choses et tout ne réussira pas. Non, je voudrais rebondir sur ce qu'a dit Stéphane, qui est à la fois, on ne peut pas tout réussir, mais il a évoqué de façon un peu subliminale aussi la notion de collaboration. L'alimentation, ce n'est pas une catégorie, c'est des tas de catégories qui sont maillées. Donc, par nature, si on veut bien manger, si on veut un marketing responsable, il faut mailler les acteurs. Parce que seul, personne, aussi brillant soit-il, ne réussira à changer l'assiette des gens, puisque par nature, il y a plein de catégories. Et puis, je vais parce que je crois que c'est la dernière prise de parole, l'heure tourne. On rentre dans une période qui est une période catastrophique pour le marketing responsable, c'est-à-dire la période des négos, sur lesquels se fracassent, que ce soit du côté du retail ou du côté des industriels, les plus belles intentions marketing, parce qu'à un moment donné, on passe dans le box de négo dans lesquels ne se trouvent ni les directeurs marketing industriels, ni les directeurs marketing retail, et on a les comptes clés et les acheteurs qui se mettent des baffes pendant 3 mois pour partager une valeur qui ne se crée pas. J'ai commis, sur ce sujet, une tribune dans l'Opinion la semaine dernière, et je pense que si on veut un marketing responsable, il va passer par la collaboration de façon verticale, c'est-à-dire entre les acteurs de la filière, distributeurs, industriels, et j'ai vu tout à l'heure dans les questions ou les commentaires également, il faut y intégrer également le CHD, et également des concurrents entre eux, qui doivent être capables à un moment donné de dire « Ok, on a là des enjeux qui nous dépassent et on va les traiter ensemble », donc de générer des écosystèmes pour pouvoir créer de la valeur. Ça me paraît absolument fondamental. J'ai dit en intégrant le CHD et donc de la collaboration, de la coopération pour développer des choses. Et ce point-là, ce point de collaboration, il suppose, je crois, de déplacer le point de contact. Le point de contact aujourd'hui, il se fait, en tout cas sur la verticale, je l'ai dit, il se fait entre les directions commerciales et les directions d'achat. Or, par nature, et je ne leur fais pas le reproche, par nature, ces structures-là sont des structures qui gèrent des ambitions de court terme. Or, le marketing stratégique, celui qui doit nous porter là, ce sont des sujets de long terme. Et donc, il faut arriver à organiser un dialogue entre les structures de direction marketing stratégique. C'est là où doit se poser à un moment donné la négo pour construire des collaborations de long terme. Le job des directeurs commerciaux et des chefs de groupe achat derrière, c'est de gérer les accords faits par le marketing, de les optimiser financièrement. On n'est pas je l'ai dit avant, on n'est pas des anges, ni les uns ni les autres, mais on doit le faire à partir de stratégies qui sont posées ensemble. Sinon, on n'arrivera jamais à s'en sortir. David, alors, quelques tips pour un meilleur marketing responsable. Je sais qu'un de tes chevals de bataille, c'est la formation des équipes. Avec Nathalie, c'est un sujet dont vous m'avez beaucoup parlé. Donc, pour l'accélérer, continuer à former, quels tips tu nous proposes?
Je pense effectivement pour revenir sur ce qu'on a dit au début, ça ne peut marcher que si l'ensemble de la filière coopère. On a souvent tendance à dire, moi je voudrais bien faire du manger mieux, mais finalement l'agriculteur ou le distributeur ne me le permet pas quand je suis industriel. Et puis quand on pose la question à l'agriculteur, il dit que c'est les autres. La seule façon qu'on s'en sorte, c'est qu'on s'y mette ensemble et chacun en prenant sa part de responsabilité, on peut tout changer en vérité. Hein. C'est un des postulats qu'on avait posé aux États généraux de l'alimentation. On a beaucoup critiqué les résultats parce qu'on n'en voit pas les teneurs tangibles, mais quand on participe avec Philippe, nous, à un projet, il l'a dit tout à l'heure, comme la note globale, on est dans ce système de coopération où effectivement, on essaye de mettre sur la table un certain nombre d'informations pour amener une qualité de connaissances et d'informations supplémentaires aux gens. Et là, ça fonctionne. Tout seul, on n'y arrive pas. En étant avec toute la chaîne, on peut vraiment tout changer. Je reprends l'idée d'une citation comme Caroline, mais il y a ceux qui voient le monde tel qu'il est et qui se demandent pourquoi, et ceux qui le voient tel qu'il pourrait être et qui se disent pourquoi pas. Moi, j'ai envie de nous inviter à rêver, de nous inviter à essayer des choses nouvelles, parce qu'il n'y a aucune raison qu'on trouve des solutions nouvelles avec des idées qu'on a utilisées pendant des années. Donc, cette notion de coopération, j'ai envie de rajouter la notion de raconter des vraies histoires et pas uniquement des belles histoires. On nous a appris à raconter des belles histoires. La vraie histoire, c'est celle aussi qui responsabilise les gens et qui permet le changement opérationnel. Donc ça, c'est une responsabilité vraiment du métier vis-à-vis de ces publics. Et pour l'avoir travaillé, vécu, je vous assure que c'est très mobilisateur et ça permet des changements en profondeur. Et puis enfin, transmettre, je suis tout à fait attaché aussi à ça. C'est qu'il faut, on a aujourd'hui des générations qui ont été formées beaucoup, je pense, mieux que nous à ces sujets-là, qui sont extrêmement demandeurs. Qui d'ailleurs se posent vraiment des questions de fond sur est-ce que j'ai vraiment envie de postuler chez telle ou telle entreprise, et des très belles signatures de notre génération ont beaucoup de mal à recruter aujourd'hui. Donc là aussi, il y a un sujet de réconciliation entre les publics, entre ces générations. Et moi, j'enseigne le marketing responsable à l'ISC. Je vois des gens qui sont prêts à essayer, à innover, à tenter des nouvelles choses, et ça doit rendre optimiste pour l'avenir. Nathalie, en plus, ça tombe bien. Merci de m'avoir tendu la perche, David. Je sais que tu accompagnes des startups autour de l'alimentation. Tu penses que la solution, elle est aussi au niveau des startups qui eux, en fin de compte, n'ont pas tout le background des grands groupes alimentaires avec tous les scandales qui a tourné autour. Est-ce qu'il y aurait pas quand on parle d'écosystème, Philippe parle d'écosystème, il n'y aurait pas quelque chose à faire pour les faire rentrer dans un écosystème avec les entreprises agro, mais pas comme elles le font actuellement, en les regardant en tant que mentors ou investisseurs, mais en les accompagnant réellement sur le projet et ne pas essayer de se l'approprier pour le transformer. Oui, je crois que le mot un peu de synthèse de tout ce que vous avez évoqué, c'est la collaboration. C'est une collaboration fructueuse, donc évidemment entre les startups et les grands groupes. Et moi, j'avais envie de réagir finalement pour finir ce webinaire. Je m'aperçois finalement que le marketing alimentaire, il est spécifique puisqu'il touche à notre santé. Et il se trouve que les gens du marketing que j'ai croisés moi dans mes premières années sont souvent des gens qui n'ont aucune notion de ce qu'est une bonne alimentation. Ce qui donc aboutit finalement à des produits qui sont complètement hors sujet. Alors, Caroline, tu as cité ton premier poste. Donc, je me suis remémoré mon premier poste. J'étais chef de produit sur des petits fromages blancs qui s'appelaient Physique, qui étaient sans cholestérol. Ça vous dit rien du tout parce qu'il y a très longtemps. Et en fait, au bout quand je suis arrivée, j'ai arrêté le produit parce que scientifiquement, ça n'a aucun intérêt de faire des fromages blancs sans cholestérol parce que les maladies cardiovasculaires, c'est bien plus complexe que ça. Et donc, c'est ce que quand j'ai commencé ma carrière, j'ai fait une formation nutrition santé à mes équipes marketing pour expliquer comment fonctionnait finalement le système cardiovasculaire et que ce qui était plus intéressant, c'est de proposer des fruits et légumes, des fibres plutôt que de proposer un fromage blanc sans cholestérol. Tout ça pour vous dire que je pense qu'un minimum de formation en nutrition, en alimentation, une espèce de petit module qui se raccrocherait à tous les gens qui rêvent de travailler dans le marketing, à toutes les startups, parce que c'est nous ce qu'on propose aujourd'hui
les startups qu'on accompagne, notamment toutes les startups créées par des femmes, parce que là je rejoins mes deux volontés, c'est leur expliquer, on fait un petit module de c'est quoi bien manger. Et finalement, en quelques heures, parce que c'est des gens qui ont généralement un cerveau qui est bien construit, on arrive à éviter qu'ils proposent finalement des produits qui sont complètement décalés et qui n'ont aucun intérêt, à permettre une optimisation. Donc, je vous lance la perche, mais je me dis qu'on pourrait construire tous les 6 là quelque chose d'intéressant pour proposer à tous les étudiants en ce moment dans les écoles de commerce ou tous les gens du marketing ou de la com, un petit module de marketing alimentaire responsable avec toi, David, ce que tu fais à l'ISC, et puis moi sur la partie nutrition, très concrètement, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les gens qui font des produits alimentaires ne connaissent pas la nutrition. C'est quand même dommage et je pense que ça conduirait à une spirale positive en termes de proposition de produits sur le marché. Voilà, c'était un petit peu le message finalement qui conclut ce premier webinaire, collaboration et pédagogie, éducation, connaissance. Est-ce que vous avez le temps pour répondre à quelques petites questions ? Par exemple, est-ce que les entreprises doivent toujours être transparentes sur leur parcours de transition écologique ? Les marques doivent-elles tout expliquer aux consommateurs ou à la limite, avez-vous des exemples et des contre-exemples ? Qui veut répondre à cette question ? Stéphane ? Moi, je voudrais juste te dire que c'est pas parce que le consommateur il veut de la transparence, etc., qu'il a la charge mentale pour absorber tout ce qu'on lui dit. Donc entre tout ce qu'il y a dans les médias, tout ce que les marques racontent, tout etc. Je veux dire, c'est juste dingue. Enfin, il faut s'imaginer qu'à un moment donné, on est dans un discours ça n'a plus de sens. Donc, je pense que là encore une fois, il y a une forme de populisme à vouloir effectivement dire on veut de la transparence, on veut tout savoir. Voilà. Non, il faut retrouver à un moment donné un pacte de confiance simple entre les consommateurs et les marques et les entreprises. C'est peut-être via les marques, je ne sais pas, mais en tout cas on ne peut pas considérer qu'on fait le travail en nourrissant en fait une information qui n'en finit plus, quoi. Juste pour compléter, je pense que plus que de la transparence, c'est de la sincérité dont il s'agit en fait. Il faut être capable d'expliquer ce qu'on fait quand on nous pose les questions, de dire aussi les limites de ce qu'on est en train de ce qu'on a réussi à faire et de ce qui reste à faire, parce effectivement, on a tendance aussi toujours à essayer de valoriser ce qu'on fait bien en cachant un peu sous le tapis ce qu'on réussit moins bien. Ce sujet de transparence, c'est aussi un sujet de confiance et être capable dans une relation quelque part d'adulte à adulte avec quelqu'un, de lui dire voilà où j'en suis précisément, voilà la direction dans laquelle j'ai envie d'aller, les défis que j'ai devant moi, les choses que j'arrive pas à réaliser, c'est une façon aussi de remettre la marque et les consommateurs sur un pied d'égalité, d'entretenir une vraie discussion et puis d'être dans une forme aussi de construction, parce qu'on a dit qu'il n'y aurait pas de grand soir, et je suis d'accord avec ça, c'est un travail de tous les jours, c'est un travail d'une remise en question permanente, et l'évolution de la connaissance fait que cette remise en question s'accélère au fur et à mesure, donc c'est un travail vraiment d'humilité aussi, pour réussir à démontrer qu'on avance dans une direction avec toute l'énergie qu'il faut pour le faire, et qu'on est capable de raconter quand on rencontre des difficultés. J'ai une petite question qui me bout de la langue. Là, on va rentrer dans une période de 4, 6, 8 semaines assez difficile. La question a été posée si on a tiré des enseignements au niveau du marketing alimentaire suite au premier confinement. Qu'est-ce que vous pensez? Alors, je sais que vous n'êtes pas voyant ni marabout, mais qu'est-ce que vous avez tiré comme conclusion de la première période qu'on a vécue ce printemps? Et là, dans cette période qui va être encore plus dure, dans laquelle on rentre en matière d'alimentation et de marketing responsable. Philippe, Nathalie, Stéphane, qui veut répondre? Moi, j'ai un petit chiffre à vous donner qui est assez extraordinaire. C'est le score de vente de livres de Cyril Lignac. Donc, je trouve ça super intéressant parce que, il a remis les Françaises en cuisine et il a vendu 500 000 livres de son fait maison 1 et 2. Donc, je lui souhaite encore beaucoup de succès parce que je pense que c'est par ce fait maison, cette connaissance et se manger tous ensemble et prendre plaisir, replacer l'alimentation au cœur de notre activité, ce qui va être encore le cas pendant quelques semaines. Donc, je pense qu'on a quand même tiré quelques bénéfices du confinement en replaçant l'alimentation et le plaisir. Donc, je souhaite pour moi encore un succès à Cyril Lignac. Philippe?
on partage l'avis de Nathalie. On a tiré les bons enseignements alimentaires pendant la période de confinement. Pas tous, mais certains bons. Certains. J'aimerais avoir l'optimisme là-dessus de Nathalie. Et moi, je suis de ce point de vue-là, je ne veux pas dire que je sois pessimiste, mais je pense que non, parce qu'en fait, derrière, au moment le déconfinement, en fait, a amené une évolution de la consommation qui est pas spécialement responsable, parce qu'en fait, ça a amené des tensions très fortes sur le pouvoir d'achat. Et même si voilà, le plan de relance pouvait donner espoir, je crains beaucoup que là, ce coup-ci, hein, c'est comme le bon vieux rasoir Gillette de lame, là, il coupe le poil avant qu'il se rétracte. Hein. Donc, on va sortir de cette crise-là avec une crise sociale majeure, ce qui d'ailleurs renforce encore plus l'importance du marketing responsable qu'on évoque. Mais tous les discours tendant à parler voilà, de gens qui se comporteraient mieux, on allait tous manger bio en circuit court, etc. C'est pas ce qu'on a observé depuis le déconfinement, et je pense qu'on va être en forte tension après. Pour autant, il y a des opportunités qu'il faudrait saisir autour de ça. L'accélération digitale et l'accélération que va amener le télétravail, qui rebat les cartes de la géographie, pose un certain nombre de questions. J'ai mesuré il y a peu de temps que sur les 20 dernières années, la croissance du nombre de repas en France, liée à la croissance de la population, a été captée à 80% par la consommation hors domicile, et je ne précise pas laquelle. Et on sait tous que bon, le fast-food, c'est plutôt mieux porté que d'autres. Donc, on a eu 55% de croissance des repas hors domicile et 2,5% dans le retail. Donc, tu vois, quand on parle de faire à manger chez soi, on fait à manger chez soi à partir de produits qu'on a achetés dans le retail. Donc, la réalité, c'est qu'on consomme de moins en moins chez soi. Maintenant, ce changement de géographie peut amener à un mouvement de ce point de vue-là. Et un mouvement qui permet aussi d'investir de la valeur. Parce que le repas hors domicile, qu'il soit à la cantine ou qu'il soit au resto, est un repas qui globalement est plus cher que celui qu'on fait à la maison. Donc en fait, en déjeunant moins à l'extérieur, on libère de la valeur. Cette valeur libérée, est-ce qu'on arrivera à la faire investir par les Français dans une consommation pour le coup plus chère, parce qu'avec des produits qui ont un contenu de valeur meilleur, c'est un des paris qu'on peut essayer de mener. Mais en disant ça, je ne suis pas très sympa pour nos amis restaurateurs, et moi j'espère vraiment qu'ils s'en sortent, parce que c'est un drame pour eux, et je pense qu'il faut qu'on soit solidaire d'eux également. Stéphane, David, le mot de la fin, et ensuite je vous libère. Par rapport au contexte post-Covid, enfin, je pense qu'il y a deux choses fausses qu'on n'a pas arrêté de ressasser. La première, c'est le mythe du monde d'après, le mythe de comme si d'un seul coup on allait prendre conscience qu'il fallait qu'on change vraiment, et ça n'existe pas. Donc ça, en l'occurrence, voilà, ce n'est pas possible. On ne peut pas, sur des sujets aussi complexes que ça, avec les freins dont on a parlé, basculer dans un monde qui serait idéal. Donc ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose qui est fausse, c'est de dire que rien n'a changé. Donc finalement, le désenchantement, les gens feraient n'importe quoi, etc., mangeraient n'importe quoi, ça serait déserterait les circuits courts. Oui, il n'y a pas le grand soir, mais si on regarde véritablement dans le détail l'évolution des offres, que ce soit des offres agroalimentaires, mais aussi de la transformation de l'agriculture et tout, je veux dire, aujourd'hui, les choses, elles ont progressé de façon incroyable. Le clean label dans l'industrie, la traçabilité, la transparence, enfin, on oublie juste qu'on est en train de passer des effets cliqués, et c'est ça le plus important pour moi. Donc, je finirai sur cette note positive. David, c'est le mot de la fin. Ouais, je vais enchaîner sur du positif aussi. On s'est rendu compte pendant le Covid que l'alimentation, c'était juste fondamental. On s'est re-questionné sur ce dont on avait vraiment besoin. Et moi, je pense que ça a amené des phénomènes d'accélération des prises de conscience, et que des choses qui étaient engagées vont s'accélérer. On a commencé à le voir. Je pense que ça va continuer. Voilà. Super. Eh bien, écoutez, je vous remercie à tous. Je regarderai dans le chat s'il y a des questions auxquelles on n'a pas répondu, et je me permettrai de vous les envoyer. Je vous souhaite à tous, pas dire un bon confinement, en définitive. Voilà, je vous souhaite à tous de prendre soin de vous, de ne pas tomber malade. Et puis, je vous dis à très bientôt le mois prochain, où on va parler de santé, n'est-ce pas, Nathalie? On va parler de santé. On parlera d'immunité. Je suis en tête. Mais tu sais, toi, Nathalie? On parlera d'immunité.
Immunité. Ah, on va parler d'immunité. Ah, c'est sujet, on va dire, sujet à la mode, hein, si je peux me permettre. Merci à tous de votre temps. Je remercie les personnes qui ont été présentes et qui, dans les 5 minutes qui suivent, vont recevoir un lien avec le replay du webinaire. Et je vous dis au mois prochain. Et passez de bonnes fêtes pour ceux qu'on ne verra pas d'ici là. Au revoir à tous. Merci à toi. À bientôt. Au revoir, à bientôt.